Bonsoir, la nuit est à vous sur Europe 1 en appelant dès maintenant le 3921. Vous pouvez parler de vous en toute liberté, échanger entre vous, partager vos expériences. Vous serez accueillis ce soir par Quentin et Clémence avec la complicité de Philippe Chartier qui réalise cette émission. Et vous avez également à votre disposition le site internet dublanche.europe1.fr et également les SMS au 7 21 21 code nuit. Nous sommes ensemble pour 2 heures de libre antenne, 2 heures de direct. 39 21, je vous attends. Europe 1, Caroline Dublanche. Alors des nouvelles de Vincent qui nous avait appelé lundi parce que son ami rencontré sur Internet avait rompu et il se demandait s'il devait passer sa convalescence chez elle comme convenu avant la séparation et finalement eh bien il n'y aura pas de convalescence parce qu'il ne va pas être opéré, donc c'est une bonne nouvelle. Et puis cette jeune femme lui a téléphoné pour prendre de ses nouvelles. À ce moment-là, il ne savait pas encore qu'il n'allait pas être opéré. Il est resté assez distant. Et dans les 3 minutes qui ont suivi l'appel téléphonique, Vincent a reçu un SMS disant « J'ai eu l'impression que je te dérangeais. Je suis contente que tu aies rencontré quelqu'un, même s'il n'en était rien, évidemment. » Donc, Vincent demande un peu ce que je pense de son texto. En tout cas, ça ne l'a pas laissée indifférente puisqu'elle prend la peine quand même d'écrire pour donner son impression là-dessus. Je pense que continuer à ne pas donner de nouvelles et vous verrez bien. Et puis, je voulais faire un petit clin d'œil amical à un auditeur dont j'ai le mail sous les yeux. C'est Jean-Marc qui me dit « Je vous écoute tous les soirs entre Séville et Malaga dans mon camion, donc de l'Andalousie. » Il dit « Vous me donnez du courage. Merci à toute l'équipe et aux auditeurs. » Jean-Marc qui habitait à Lyon avant et maintenant, ça fait 5 ans qu'il habite en Andalousie. Il y a Petite Moum également qui m'écrit pour me dire « Je vous ai fait une infidélité le soir du 27 avril. J'étais à Bercy pour voir Mika. C'était juste sublime, un spectacle grandiose, 12 000 personnes en extase. C'est quelqu'un d'adorable sur scène, me dit Petite Moum, qui sait faire partager ses émotions et communier avec son public. Difficile de reprendre le travail ce jour. J'ai encore la tête dans la planète Mika. Je vous conseille à tous d'aller le voir. » nous dit Petite Moum Mika, que vous avez pu entendre lundi toute la journée sur Europe 1, puisqu'il a été présent dans toutes les émissions. Mika, animateur à l'antenne d'Europe 1 toute la journée. C'était une spéciale Mika. On accueille maintenant Karl. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Karl. Alors, voilà, moi... Donc, je m'appelle Karl. Oui. Je suis depuis 2 ans avec ma compagne. Oui. Et depuis 2 ans, donc ça se passe bien. Voilà, il n'y a pas de problème. Mais il y a 1 mois maintenant, Oui. j'ai des problèmes d'érection. Oui. Ça fait 1 mois que ça s'est passé. Ça s'est passé déjà 2 fois avec ma copine. Oui. Et j'ai été quand même assez embêté. J'en ai parlé, je n'ai pas dit à au monsieur qui m'a accueilli tout à l'heure au téléphone. Mm-hmm. Je n'ai parlé juste à un ami. Et cet ami est parti en Angleterre il y a quelques jours là. Et donc finalement, j'ai des problèmes d'érection. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit tout à l'heure au téléphone ? Que j'en avais parlé déjà à quelqu'un, à une personne. Ah oui, d'accord, vous en avez déjà parlé à un ami. Juste un ami qui est parti il y a longtemps. Mm-hmm. Cet ami a une 40aine d'années, ça lui était déjà arrivé. Oui. Et moi j'ai 24 ans. Oui.
et ça m'arrive. Donc moi, ce qui me pose problème, je n'ai pas du tout parlé à ma copine. Depuis 3 semaines, on n'a plus de rapport ensemble. Je pense qu'elle comprend pas pourquoi, mais je veux pas du tout lui dire. Alors Ça fait un sentiment suite. de honte, un sentiment de... Ouais, ça fait suite au problème que vous avez eu avec elle. Vous voulez dire? Vous dites, je lui en ai pas du tout parlé à ma copine, mais quand vous parlez de Oui, ce c'est un problème suite par rapport d'érection, oui, oui, oui. C'est un suite à ces deux rapports. où Enfin, vous n'arriviez pas à avoir une érection, voilà. hein, c'est ça. Alors, je lui fais croire que c'était un problème avec le travail. Parce qu'en Oui. ce moment, j'ai un petit peu de problème avec mon travail, les problèmes de chômage. Vous Je êtes lui au fais croire que chômage? non, par Non. chance, j'ai encore mon travail, mais il y a beaucoup de chômage dans ma société. Beaucoup de Oui. gens qui partent au chômage. Et moi, voilà, aujourd'hui, bon, par chance, je touche du bois, j'ai encore mon travail. Hmm. Mais, Mais ça donc vous je lui ai fait stresse croire que c'était un peut-être? peu ça. Pas tellement, parce que c'est vrai que bon, j'ai parlé avec mon responsable il n'y a pas si longtemps que ça, il m'a dit qu'il n'y aurait pas de souci pour moi, mais finalement c'était une excuse que je lui ai donnée. Hmm. Mais non, je pense pas, je suis pas du tout en stress en ce moment, ça s'est bien passé, c'est pour ça que je ne comprends pas. Et bon, c'est vrai que je j'ose pas en plus aller vers un sexologue ou quelque chose comme ça. Je Oui. sais pas, un sentiment Bah, presque de honte. vous savez, Karl, ça se justifie pas forcément d'aller tout de suite voir un sexologue parce que vous avez eu comme ça une panne d'érection, hein. Ça peut arriver. Enfin, tout homme en connaît au cours de sa vie. C'est pas. Alors évidemment, c'est toujours difficile à vivre sur le moment, hein. C'est jamais J'ai- agréable, mais Voilà, ça m'est arrivé 2 fois, et moi, sur les 2 moments que ça m'est arrivé, je me oui, suis tout de suite posé des questions, j'étais pas bien, oui, angoissé, mais vous. ce qui me dérange encore plus, c'est que j'ai 24 ans et que ça m'arrive aujourd'hui. Oui, c'est ça, on peut penser, jusque-là, ça se passait très bien, donc c'est pas un problème, on peut penser que c'est pas un problème d'ordre organique. Vous êtes, la fatigue peut jouer, le stress. Comment ça se passe avec votre ami? Ou- Très bien, enfin, on n'a jamais, on s'engueule très rarement, c'est un peu, peut-être une routine, on va dire. Une Oui, vous routine avez un entre les peu deux, moins très de bien. désir en ce moment pour elle? Non, pas moins de désir. Non, c'est pour ça que ça m'étonne. C'est pour ça que aujourd'hui, par contre, je suis stressé euh, à cause de ça, parce qu'avant, nos rapports étaient très bien, quoi. Il n'y avait pas de, Oui, il y vous avait êtes pas de, stressé, vous avez peur que ça recommence. voilà. Ça fait 3 semaines qu'on ne refait plus de l'amour, et d'ailleurs, enfin, elle me l'a demandé, elle a voulu un peu m'en parler. C'est là où j'ai trouvé mon excuse de travail, et vraiment, je suis pas, je veux plus le refaire. J'ai pas envie de le refaire, peur que ça se reproduise. Oui, ça vous a vraiment J'ai vraiment envie de me dire traumatisé. que c'était, ou voilà, j'ai vraiment envie de me dire que c'était un petit accident Mais et que oui, c'est pas un problème d'érection. mais c'est certainement ça, Karl. C'est Oui, mais certainement un petit ça peut accident de être dû à parcours. quoi? Parce que je me sens pas Mais, stressé, je me sens pas. mais parce que, vous savez, parfois, le corps réagit avant notre tête. Parfois, on a mal au dos, on a mal à la tête, et on se sent pas particulièrement stressé ou angoissé. Puis notre corps, lui, réagit un peu avant nous, avant notre tête, avant que notre tête envoie des signaux en disant je suis un peu nerveux en ce moment, je me sens pas bien. Donc ça, chez les hommes, ça peut rejaillir aussi sur l'érection. Parce que c'est beaucoup plus fréquent qu'on ne le croit, et quel que soit l'âge. Parce que effectivement, à votre âge, dans la mesure où tout se passait bien jusqu'à présent, il n'y a pas de raison de penser que ce soit un problème organique ou que ce soit quelque chose de sérieux. Comme vous dites, ça peut être un petit incident de parcours. Peut-être qu'à ce moment-là, vous étiez un peu fatigué, un peu la tête ailleurs. Peut-être que Mhm. même si au fond, vous étiez rassuré,
par le fait que votre poste n'est pas en jeu dans le travail, le climat qu'il y a actuellement au sein de votre Oui. boîte est quand même difficile, Ouais. un peu anxiogène, un peu une Oui, je ambiance ressens pas. compliquée. S'il y a plein de gens qui se retrouvent au chômage, ça doit pas être très C'est agréable vrai. l'ambiance. Moi, finalement, je dois vous avouer, où je me suis inquiété, c'est que ça m'est arrivé à 2 reprises. C'est la première fois, j'ai Oui. pas eu trop d'inquiétude. Je me suis dit, bon, puis on s'est couché. Mais quand on a refait une deuxième fois, vraiment, je me suis beaucoup inquiété. Oui, mais est-ce que la deuxième fois est pas une conséquence de la première? Ou du coup, vous avez flippé en disant, Ouais. parce que la première fois, est-ce que du coup vous êtes dit, vous avez pas monté ça en épingle en disant, Oui, je me suis ah, trop fait vite des idées. voilà, hein, j'ai l'impression que vous 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 focalisez beaucoup là-dessus, en Ben, vous c'est disant, vraiment avec mon âge, quoi. J'ai 24 ans et m'arriver ça à mon âge, ça, ça fout. Enfin, hmm, c'est vraiment, ouais, un peu. bah, Pas vexant, mais presque, quoi. mais je peux vous assurer, Karl, que ça peut arriver à des hommes jeunes, hein. Mhm. Voyez, parce que quand ça arrive plus âgé, c'est souvent lié à des problèmes à ce moment-là organiques. Je pense vraiment beaucoup plus âgés. Mais j'aimerais bien qu'il y ait des hommes peut-être qui appellent 39 21 pour vous rassurer, parce que c'est vrai que bon, moi je peux vous parler, mais je suis une femme, donc évidemment, j'ai pas eu à connaître ce genre de problème, hein, évidemment. Oui. Mais si peut-être qu'il y avait des hommes qui forcément ont rencontré ça au cours de leur vie, et peut-être justement à votre âge, ça vous réconforterait de vous dire que vous êtes loin d'être le seul. Parce que franchement, il n'y a pas un homme qui, enfin, au cours de sa vie, n'a pas eu à un moment une difficulté ou une panne d'érection. Parce que c'est pas, on a trop tendance aussi à mettre en avant, à penser qu'un homme oreille sensible, s'abstenir, enfin fermer les oreilles, doit bander tout le temps. Vous voyez, comme si Oui. c'était vous Oui. étiez une mécanique invincible et que, alors effectivement, d'autant plus quand l'homme est jeune, hein. Alors, Mhm. d'un point de vue physiologique, il est vrai que un jeune garçon, un adolescent, il suffit d'une stimulation visuelle, il voit passer Oui. une jolie fille dans la rue, une Oui. paire de seins, des fesses Oui. rebondies, des choses, enfin, ces fantasmes. Bon, ça va lui déclencher une érection. Il voit une photo, il voit, bon, Oui. c'est vrai que plus on avance en âge, il faut que la Moi, stimulation, elle soit voilà. plus, voyez, plus Ça poussée. devient normal, oui, Hein, oui. c'est normal ça avec l'âge. Mais néanmoins, encore une fois, c'est réduire la sexualité masculine à quelque chose d'hyper mécanique et aussi caricatural. Mhm. Je Ça, comprends. ça serait, c'est quand même réducteur. Mais on a un peu ça dans notre inconscient de penser que voilà, un homme doit, et en particulier un homme jeune, toujours être dans la Oui, oui. puissance. Et bon, or c'est beaucoup plus fragile qu'on ne le croit. Il y a Anne de Montpellier qui dit: est-ce que actuellement vous avez des érections matinales? Pardonnez, c'est pas une question Oui, oui. indiscrète, Non, 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 mais non, non, c'est non. pour voir justement Non, par non, rapport non. à votre fonctionnement. Est-ce que Non, bon, au non, réveil, non, j'ai pas d'érection matinale. C'est, ça fait un certain moment, oui. ça fait un certain moment que vous n'avez pas d'érection matinale. Ah oui, ça fait même plus d'un mois, vous voyez, la dernière fois qu'on a. Ah oui, ça fait plus d'un mois. C'est grave, c'est. Donc c'est lié à cette période-là. Mhm. Ah, c'est lié, oui, oui, vraiment, parce que bon, j'ai pas que c'est fréquent qu'on fasse des rapports avec ma, ma compagne, parce que c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes horaires de travail, on se voit pas souvent. Mais, enfin, si, ça peut être assez souvent, et oui, ça va faire, ouais, je veux dire un mois, quoi, oui, que j'ai pas d'érection matinale. Mais je le savais, enfin, j'y pense plus, pas trop. Mhm. D'accord. Bon. Mais
C'est pour ça que je me suis dit, est-ce que je devrais peut-être, c'est ça aussi qui me pose problème, est-ce que je dois en parler à ma compagne? Est-ce que je dois lui faire le premier pas, lui dire ce qui m'angoisse beaucoup en ce moment. Mhm. Elle a quel âge, elle? On a le même âge, 24. 24. 24 ans. Mhm. Est-ce que vous pensez elle se montrerait compréhensive? Elle va pas le prendre comme quelque chose pour elle, vous questionner, se remettre en question elle ou votre relation? C'est vraiment que j'ai peur. Est-ce que vraiment... Bah oui, il faudrait pas que ça rajoute des problèmes, quoi. Voilà, j'ai pas Quelque envie chose qui est pas forcément un problème. Voilà. Et puis bon, et puis facile également, elle a son travail où ça se passe pas très bien, j'ai pas envie de... Est-ce que vous pourriez pas en parler à votre médecin? Vous avez un médecin? J'ai un médecin traitant, mais j'ai pas vraiment osé faire le pas envers tout le monde, juste à cette amie. Et puis ce soir, je me suis dit vraiment, parce que franchement, je dois vous avouer que ça me travaille depuis Mais j'entends ça, oui, ça vous angoisse beaucoup. Je travaille énormément. Et oui. Vraiment, j'ai vraiment osé en parler à personne. Mon médecin traitant, enfin... j'ai... Oui, pourquoi pourquoi déjà vous pourriez pas en parler à votre médecin traitant? Parce que il y a rien de honteux d'aborder cela avec votre médecin traitant. C'est quelque chose qui est abordé, qu'un médecin est tout à fait à même d'entendre ça et qui serait à même de pouvoir vous rassurer ou vous orienter. Ah ben, écoutez, justement, on a un médecin en ligne. Ah, très bien. Est-ce qu'elle est là, Françoise? Oui, Caroline. Écoutez, bonsoir Françoise. Bonsoir Caroline. Merci d'être avec nous. Non, de rien. Je venais de mettre la radio et j'ai entendu le cas du jeune homme. Excusez-moi, je me souviens plus comment il s'appelle. Karl. Bonsoir, Karl. Bonsoir. Je ne savais plus, donc je viens de prendre l'antenne et j'ai entendu vos problèmes. Sachez que ce n'est pas c'est très très fréquent à l'heure actuelle d'avoir des jeunes de 24 ans, sinon moins, qui ont des problèmes d'érection. Mais justement, comme l'a dit justement Caroline tout à l'heure, c'est que le deuxième essai est souvent malheureusement la phase négative du premier essai. C'est-à-dire que vous êtes inquiet, vous avez peur. Et dans ce cas-là, ça se traduit par une négation et vous n'y arrivez pas. Donc, en général, moi, je les mets sous traitement. Et au bout de 3 semaines, ils me téléphonent en me disant on arrête le traitement, on va très bien. Même pas, même avant. Donc, vous mettez sous traitement pour finalement les rassurer. Voilà, je les mets pour qu'ils reprennent confiance en eux. Pour qu'ils reprennent confiance en eux. C'est un traitement que je donne un comprimé 2 fois par semaine. Voilà. Voilà. Vous n'êtes, il y a une chose là vraiment. Vous dites que vous n'en avez parlé à personne, hormis. Pardonnez-moi, Françoise. Oui, vous dites que vous n'en avez parlé à personne, sauf à un ami. On entend des bruits de porte, on entend des bruits derrière vous, et là, on entend clairement quelqu'un chuchoter. Ça vous amuse? Allô? On va raccrocher avec Karl immédiatement. Et en tout cas, Françoise, on va continuer avec vous, puisque les problèmes que soulevait Karl et qui, semble-t-il, il n'était pas seul et ça l'amusait beaucoup de parler de problèmes d'érection. Mais cela dit, les problèmes... Non, là, excusez-moi, parce qu'il y avait, depuis quelque temps, j'entendais une porte qui grinçait, et puis là, on a clairement entendu quelqu'un chuchoter à l'antenne. Donc, pour un jeune homme qui, soi-disant, n'en avait parlé à personne et qui seulement à un ami... et bon, visiblement, il y avait du monde autour de lui. Donc, c'était une blague, très clairement. Cela dit, je vous garde quand même à l'antenne, Françoise, parce que, vous savez, derrière ces
ces blagues de potache, au fond, y compris dans le groupe d'ailleurs, il y en a peut-être qui ont des pannes d'érection et derrière les blagues comme ça peut être utile au fond à bien d'autres. Hein. Donc on fait les fiers à bras, on appelle une radio pour parler comme ça de problèmes de sexe, mais au fond ça peut être utile, même y compris à ceux qui font des blagues et qui sont à plusieurs et bon ça les fait rire, mais ça peut être utile aussi à des auditeurs qui nous écoutent. En revanche, il est bien évident qu'on va pas poursuivre avec Karl parce que j'ai pas envie qu'on me prenne pour une imbécile et encore moins ceux qui nous font l'amitié d'être à l'écoute. Donc oui, ce que vous nous disiez, le fait, vous pouvez prescrire même, parce que c'est la question que je me posais, est-ce qu'on peut prescrire à des jeunes gens des pilules, Viagra, Cialis, ou est-ce qu'on peut prescrire même pour leur redonner confiance? Je n'osais pas en parler, moi n'étant pas médecin. Pour redonner confiance, j'ai eu un jeune homme qui m'a fait une dépression à 20 ans. Et à qui j'ai donné du Cialis, et au bout de 15 jours, il m'a téléphoné en me disant j'ai arrêté le traitement, ça va très bien, je suis très heureux. Et il tombait parce que je lui ai donné parce qu'il tombait en dépression. Et cette dépression était due en fait parce que il a eu des problèmes sexuels consécutifs au fait qu'il n'arrivait pas à trouver de travail. Voilà. Donc, le fait de ne pas trouver de travail en ce moment dans la société, le fait aussi je ne sais pas d'où sont les auditeurs éventuellement, mais il y a des régions où c'est de plus en plus difficile, surtout pour les jeunes. Et donc, là, il faut vraiment qu'ils aillent consulter parce que nous, on peut tout à fait leur donner quelque chose. Et pour les rassurer et pour leur montrer qu'ils n'ont rien perdu de leur masculinité, mais c'est en fait parce qu'ils ont peur de la société, ils ont peur de perdre leur travail, mais on peut tout à fait, nous, leur montrer qu'ils sont des mâles et qu'ils peuvent tout à fait être des mâles et qu'ils sont comme avant. Hein. Il y avait un truc où je coinçais un petit peu, c'était pour cette absence d'érection matinale, parce que je me disais, est-ce que un blocage psychologique peut à ce point entraîner une absence d'érection matinale? Non. Non, hein, ils ont une érection matinale. Oui, c'est là où sa blague n'était pas suffisamment élaborée. Voilà, quoi. Ils ont une érection matinale, mais ils me disent, on n'a que ça. Et oui, c'est ça. En général, il n'y a pas le reste. Voilà. Ils me disent, on n'a que ça. Hein? Et ça ils sont très très perturbés à cet âge. Et je parle de jusqu'à 40 ans, hein, de 20 à 40. Hein, parce qu'après 40 ans, déjà même à 40 ans, je fais faire bien sûr des bilans prostatiques, autre chose. Et puis quand je ne trouve rien, je leur dis écoutez, qu'est-ce qui se passe vraiment? Est-ce que dans votre famille, dans votre couple, tout va bien? Je prends pas dans ce cas-là, je les écoute pendant à peu près une demi-heure, 3 quarts d'heure même. Hein. C'est pas une consultation que l'on fait en 5 minutes. Hein. Bien sûr. Bien sûr. Écoutez, merci beaucoup d'avoir appelé, Françoise, parce que je vous le dis, même si ça ne servira pas à Karl, en revanche, les renseignements que vous donnez, les informations qui, elles, sont très crédibles, je rappelle que vous êtes médecin, peuvent être utiles à bien d'autres auditeurs. Hein. Justement, je vous propose, vous avez un petit peu de temps de rester avec nous. On va accueillir Frédéric. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Bonsoir Frédéric. Donc alors vous réagissiez, j'avais lancé un appel pour rassurer cette personne, mais vous avez aujourd'hui 45 ans, mais vous avez rencontré des problèmes un peu similaires dans plus jeune. Oui, tout à fait. Vers l'âge de 28 ans, j'ai eu le même problème. J'ai eu pendant plusieurs reprises où j'arrivais pas à avoir d'érection. J'avais même il y a des moments où j'avais des érections, mais j'arrivais pas à avoir d'éjaculation. C'est-à-dire que j'avais un rapport normal et tout, et sans problème, mais j'arrivais pas à aboutir. Et à la suite de ça, ça m'a quand même pas mal perturbé. Et j'avais été consulté. Et à cette époque-là, j'avais quand même pas mal de boulot, j'étais quand même pas mal stressé et tout. Et mon médecin m'avait mis carrément il m'avait mis sous vitamine. Il m'avait dit que c'est dû à la fatigue. Et je pense que c'est
plutôt un manque de repos, de la fatigue et tout. Donc il m'a dit, je vais vous mettre pendant 15 jours, 3 semaines, je vous mets sous vitamine. Et je sais pas si c'est du fait de la vitamine ou quoi. Et j'étais un peu comme l'auditeur précédent, malgré sa blague, où j'osais plus le faire. J'osais pas le faire parce que j'avais peur à chaque fois d'avoir un nouvel échec. Et ça a duré quelque temps comme ça. Et ma compagne commençait vraiment à s'inquiéter parce qu'elle se remettait en question. Elle pensait que ça venait d'elle. Et donc je lui plaisais plus, ou je l'attirais plus, ou voilà. Donc et un jour on a recommencé parce que j'avais l'envie et tout. Et puis ça s'est bien passé. Depuis ce temps-là, j'ai plus jamais eu de soucis avec ça, quoi. Donc c'était dur. Je pense que ça devait être la fatigue ou le stress. Et puis comme disait le médecin tout à l'heure, je sais pas, peut-être du fait de psychologie. Voilà, François, psychologiquement, peut-être du fait d'être sous vitamine, je sais pas, ou peut-être que j'ai repris confiance en moi, et puis c'est reparti correct, quoi. Ouais. Écoutez, c'est parfait, alors je suis très contente pour vous, et c'était certainement vous traversiez une phase très anxiogène qui vous mettait dans cet état, voilà. Mais vous, en plus, si vous voulez, au fur et à mesure, vous aviez de plus en plus peur. Ben voilà, c'est que de plus en plus, comme vous dites, j'avais peur, et puis j'avais surtout peur de l'échec, parce qu'à chaque fois que ça arrivait au moment du rapport, je trouvais toujours une excuse. Et puis moi, c'était souvent parce que comme je suis migraineux, c'était souvent parce que migraine, oui. Voilà, alors le matin, même si j'avais pas de migraine, je commençais à simuler des migraines pour que le soir on me laisse tranquille, pour pas avoir de rapport. Parce que Et oui, vous pouviez dire que vous aviez une migraine, vous. Voilà, donc voilà, donc il y en a c'est le mal de ventre, il y en a c'est autre chose, mais moi c'était les migraines, voilà. Je peux vous poser une question, excusez-moi Caroline. Mais je vous en prie. Est-ce que vous aviez, monsieur, fait expliquer à votre femme un petit peu ce qui vous arrivait? Sur le début, non, je n'ai pas expliqué parce que j'avais peur. J'avais peur que... Les femmes, vous savez, sont très très compréhensives. Oui, tout à fait, mais voilà, pour moi... parce qu'une femme peut comprendre ça. Bien sûr, et pour moi, je pensais que c'était... je pensais que ça venait de moi, je pensais que j'avais un souci d'ordre sexuel, je pensais pas du tout que c'était psychologique ou dû à la fatigue ou au stress. Une femme aurait pu vous aider, enfin, votre femme aurait pu vous aider et vous expliquer, puis lutter un petit peu à deux, on lutte mieux à deux que seul, hein. Bien sûr, tout à fait. Donc à la suite, j'ai pris la décision de lui expliquer parce qu'elle commençait vraiment, elle se culpabilisait énormément, et puis notre couple commençait à battre de l'aile parce qu'elle pensait que j'avais quelqu'un d'autre, elle pensait que j'avais une maîtresse, elle pensait que que j'allais y voir ailleurs et que j'assumais plus au niveau du couple. Et puis donc je me suis senti un peu forcé de lui expliquer, donc je lui ai expliqué tout, donc elle a très bien compris, et puis elle m'a soutenu, puis elle m'a dit on a le temps, on va faire ce qu'il faut, et puis donc voilà. Mais donc c'est vrai que c'était sur le début, j'ai pas osé lui en parler. Et oui, et en même temps, oui, c'était important votre question, Françoise, parce que là, il y aurait pu y avoir un très grave malentendu. Hein. Elle pouvait s'imaginer que vous la trompiez, alors que... Voilà. Tout à fait, oui. Ouais. Et disons, on va en parler aussi pour les hommes qui nous écoutent et qui ce problème arrive, parce que tout le monde ne va pas oser non plus appeler, mais c'est qu'il faut absolument qu'ils en parlent d'ailleurs à 2 personnes, et à leurs épouses, et en même temps à leurs médecins, parce qu'on est là pour ça. On est là pour être à l'écoute des patients. On n'est pas seulement là pour les bronchites. On est là aussi pour les aider au niveau sexuel mais les hommes ont plus de mal à parler de problèmes liés à leur sexe. Oui, c'est vrai, vous avez raison avec les femmes, oui. Trop avec les femmes. Oui, paradoxalement, paradoxalement, c'est vrai. J'ai remarqué que les hommes beaucoup de médecins le disent, plus à l'aise pour parler de leur difficultés, leurs problèmes sexuels à des femmes, oui. Parce que nous, ils considèrent que, d'ailleurs, c'est tout à fait vrai, ils ont peur que un autre homme médecin les juge, tandis qu'une femme médecin, nous, on les juge pas. Oui, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas ce rapport aussi un peu que certains hommes peuvent craindre dans le
oui, dans ce rapport au corps avec un autre homme. Et donc, quelque part, quand ils nous demandent est-ce que c'est grave, d'emblée, on leur dit non, ce n'est pas grave. Mais maintenant, on va comprendre, on va parler. Voilà. Ouais. Et ça se passe très, très bien. Mais écoutez, merci beaucoup à vous deux. Finalement, vous voyez, derrière une blague potache, il peut y avoir, ça nous donne l'occasion d'avoir un débat sur une question qui n'est pas forcément, vous le dites, évoquée parce que c'est délicat d'aborder cette question-là. Et on peut voir que finalement, à travers une blague, il peut y avoir parfois une demande, une réelle demande, parce que je vous dis, on peut être en bande et à travers une blague poser parfois de vraies questions. Donc merci à vous deux pour avoir témoigné ce soir. Voilà. Je vais quand même pas remercier Karl non plus, j'irai pas jusque-là être magnanime, mais au moins ça nous a permis d'en parler. Ça m'a fait un très grand plaisir d'être dans votre émission. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, Caroline. Calogero, passage des cyclones. Coco dit Françoise doit être médecin génial, très à l'écoute et ses patients ont beaucoup de chance. Et on accueille maintenant David. Bonsoir David. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Vous voulez que je vous dise mon problème ? Écoutez, je veux bien, oui. Je vous laisse commencer ou vous voulez que je vous aide vous poser une question ? Non, je peux vous situer mon problème. Voilà, Est-ce que vous avez votre combiné à la main ? Parce que je vous entends pas très bien. Oui. Je vous entends pas bien pourtant. Alors attendez, on va essayer de régler ça. J'ai un message du subversif qui dit oui, rendons grâce à l'opportun luron qui de sa gaudriole élève la conversation. Merci à Karl et à son gang de déjanter du mercredi. Voilà, ça permet de régler les choses. Est-ce qu'on vous entend mieux, David ? Bon, mais parfait. Donc ça voilà, je vous explique en deux mots la situation. Voilà, je connais une jeune femme depuis 2 ans et demi maintenant. Oui. C'est une relation très forte, fusionnelle, et qui me donne beaucoup de satisfaction. Oui. Simplement, cette relation, elle a connu des hauts, des bas. Je dirais, une quinzaine de ruptures en 30 mois à peu près. Oui, c'est énorme ça. Oui, c'est énorme, et avec des retrouvailles. Je suis très attaché à elle, je l'aime, je voudrais vivre avec elle. Mais je pense qu'elle a un vrai problème comportemental. Je le pense depuis presque une année. Et je pense qu'elle a un problème des troubles bipolaires. Voilà. Quand on va sur les sites internet sur ce type de pathologie, je retrouve tous les symptômes des troubles bipolaires chez cette personne. Quand on en parle, bien sûr, elle nie tout. Elle voit bien qu'elle a un comportement qui change, qui peut être amené à changer dans le temps. Mais quand je lui dis qu'elle a un réel souci et que c'est un problème qui peut se soigner quelque part, elle le nie et en fait, elle ne fait rien pour arranger la situation. Voilà. Et ma vraie question aujourd'hui, c'est... vous avez deviné qu'on est en phase de séparation depuis quelques jours. Et ma vraie question aujourd'hui, c'est qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que je dois insister dans notre relation ? A priori, on s'est quitté 15 fois, on s'est retrouvé 15 fois, donc est-ce que je dois insister ? Donc la laisser tranquille actuellement, puisque c'est impossible de vivre avec elle quand elle est dans cette situation et donc la laisser, et puis je sais qu'au bout de 15 jours, 3 semaines, elle reviendra et puis on repartira pour une période d'1 mois, de 2 mois, et puis il y aura à nouveau une crise. Ou est-ce que je dois profiter de cette situation pour essayer de m'en détacher ? Voilà mes questions. Quand on va sur les sites internet qui traitent de cette pathologie, on s'aperçoit qu'il y a quand même 1 à 2, voire 3% de la population qui est touchée par cette maladie, il faut l'appeler par son nom.
Et donc, je pense que vous pouvez certainement m'aider à apporter une réponse à mes questions, mais il y a certainement aussi des auditeurs qui doivent être confrontés à ce genre de Quelle situation. question? Que doit-on faire? Est-ce qu'on peut réellement vivre avec une personne qui est atteinte de troubles bipolaires? Mais d'abord, je me garderais bien de porter un diagnostic à l'antenne. Bien sûr. De la même façon que je vous mettrai en garde, vous, de porter un diagnostic à partir de la consultation de sites internet. Hein. Vous n'êtes pas spécialiste. Bien sûr. Donc, Mais- et vous vous mettez dans une position très problématique dans cette relation. Même les termes que vous utilisez, vous dites finalement, je la mets face à cela, à ce diagnostic de bipolarité, elle nie tout. Enfin, c'est comme si elle était en position d'accusé et où l'accusé nie. Oui. Quand bien même elle souffrirait de cette pathologie, elle n'est pas coupable. Et elle peut pas accepter de vous, qui êtes l'homme avec qui elle vit une histoire d'amour, que vous portiez un diagnostic sur elle. Ça n'a pas de sens. Alors, comment fait-on pour avancer? Ben, la vraie question, c'est plutôt celle que vous posez. Pourquoi vous insistez dans cette relation? Parce que je l'aime, parce que j'ai envie de vivre avec elle. Ben, à ce moment-là, ce que vous pouvez lui dire, c'est que y a des comportements, vous ne pouvez pas, cette relation finit par vous épuiser, parce que une relation qui, en 2 ans, où il y a 15 ruptures, c'est pas possible. Forcément, la relation souffre. Tout à Au fait. bout d'un moment de cela, ça crée un passif. Et que, à un moment, oui, elle en revient, vous reprenez l'histoire, mais à un moment, vous allez accumuler trop de... Justement, il va y avoir un trop grand passif, il va y avoir trop des rancœurs, de l'amertume, enfin quelque chose qui va pas fonctionner. Et la vraie question, c'est quel rôle vous jouez, pourquoi aussi vous acceptez au fond tout ça, et Pourquoi? quelle place Parce que- vous tenez, parce que je l'aime, moi, c'est pas une réponse, je trouve, suffisamment satisfaisante. Parce que ça va au-delà. Vous l'aimez, mais en même temps, vous prenez un rôle très particulier où vous allez. Alors évidemment, vous cherchez à comprendre le comportement de cette jeune femme, mais finalement, en rentrant dans la pathologie, ce que vous pourriez dire, c'est ou vous désignez, c'est elle qui ne va pas, plutôt de dire c'est notre relation qui est en souffrance. Dire bon. Allons voir quelqu'un ensemble, essayons de faire en sorte qu'il nous aide à comprendre pourquoi, quand on est ensemble, ça ne fonctionne pas, et puis visiblement, on n'arrive pas à se séparer. Mais Non. pas à désigner un responsable dans la relation. Oui. Mais quand on est ensemble, ça fonctionne. Heureusement, Pourquoi d'ailleurs. vous arrêtez alors? Ça fonctionne pendant un certain temps. Et ensuite, il y a une période, il y a un moment où elle perd pied, quelque part. Elle perd pied, il y a du stress, il y a une dépression. Mais qui met fin à la relation? Qui met fin à la relation? Alors, la plupart du temps, c'est elle. Mais là, c'est moi qui n'ai pas mis fin à la relation, mais qui a voulu prendre du recul et qui l'a quittée parce que c'était insupportable. Oui, mais à ce moment-là, soyez cohérent et allez au bout de ça. Si c'est C'est-à-dire insupportable. Peut-être aussi, c'est ce qui... si c'est vraiment insupportable, pourquoi voulez-vous renouer? Parce que je sais que dans 8 jours, 15 jours, 3 semaines, elle ira mieux et on pourra à nouveau avoir des projets et notre vie de couple se passera bien. Oui, mais c'est paradoxal. Vous dites qu'elle ira mieux et qu'en même temps, selon vous, elle souffrirait de troubles psychiatriques. Donc, Est-ce que vous pensez que le trouble bipolaire est un trouble psychiatrique? Oui. D'accord. Mais je réponds pas à votre question, hein, pour autant. C'est-à-dire que, encore une fois, votre attitude me paraît très dangereuse et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, d'une part, de porter un diagnostic
à partir d'éléments trouvés comme ça sur Internet, et d'autant plus que vous avez une relation amoureuse avec cette jeune femme et que ça revient à prendre un pouvoir sur elle. Vous n'êtes pas un soignant. Vous me dites je l'aime et en même temps, là, vous prenez une attitude comme si vous étiez un soignant. Je ne veux pas être un soignant. Alors ne portez pas de diagnostic sur elle. D'accord. Mais à ce moment-là, si elle ne veut pas consulter, c'est sans issue. Je suis prêt, C'est son droit de ne pas consulter si elle ne s'estime pas malade. Elle ne l'est peut-être pas. Donc il n'y a pas de solution. Peut-être au niveau de votre relation, non. Mais je connais son histoire. Son histoire. Mais vous ne connaissez pas, ça ne veut pas dire que vous la connaissez. Vous fait. connaissez ce qu'elle a bien voulu vous dire d'elle. Absolument. Et en tout cas, moi je considère que si je l'abandonne dans ces conditions, je fais preuve de lâcheté par rapport à elle. Non, pas du tout. Vous n'êtes pas, encore une fois, cette jeune femme a pu vivre avant vous et elle pourra vivre après vous. Oui. Vous vous donnez un pouvoir bien plus grand que celui que vous pensez avoir. Je ne sais pas ce qui fait que vous octroyez ce pouvoir-là. Je l'aime et je voudrais l'aider. C'est différent. Je l'aime et je voudrais l'aider. Oui, mais l'aider, c'est pas aider quelqu'un, c'est pas prendre le pouvoir sur lui et vouloir à tout prix que cette personne consulte. Elle ne veut pas. Et surtout en lui disant, en gros, tu nies que tu es malade et de quel droit lui dites-vous qu'elle est malade? Elle peut avoir des comportements où par moment elle prend la fuite, où elle va pas bien, mais après tout, c'est pas à vous de lui dire. Ou vous avez le droit de dire, moi j'ai mes limites, ce que vous avez fait là, en disant, moi là ça ne me convient plus, cette relation ne me convient plus. Donc je décide de rompre. Caroline, c'est pas cette relation, c'est cette période. Cette période ne me convient pas. Cette crise qu'elle vit actuellement, la perte de libido, etc. C'est cette période qui me convient pas. Mais cette personne, elle me convient parfaitement le reste du temps. Enfin, le reste du temps, écoutez, vous avez vu le nombre de ruptures qu'il y a. Vous m'avez vous-même dit en 2 ans le nombre de fois où vous avez rompu. Donc là, vous leurrez, là. Je sais pas, parce que j'ai l'impression que dans la durée, depuis qu'on se connaît, les choses s'améliorent. Il y a moins de ruptures, il y a plus de discussions. Il n'y a pas de conflit. Mais je ne sais pas ce qui vous fait prendre ce rôle de vouloir à tout prix soigner quelqu'un, l'aider, le sauver. Oui, je ne sais pas. Vous parlez de son histoire à elle, mais je ne sais pas quelle est votre histoire à vous qui fait que vous voulez à tout prix réparer quelqu'un comme ça. Hein. Parce qu'au lieu de vous interroger sur elle, il serait aussi peut-être important de vous interroger sur vous dans cette histoire. Finalement. Il est plus facile de s'interroger sur l'autre que sur soi. Hein. J'ai connu une personne, ça a été mon premier amour, qui avait un comportement à peu près similaire. Et je l'ai abandonné. Je suis parti parce que je considérais à 18 ans que je ne pouvais pas faire ma vie, avoir des enfants avec une personne comme ça. Mais vous ne l'avez pas abandonné, vous l'avez quitté. Je l'ai abandonné. Non, vous l'avez quitté. Vous êtes resté, vous avez vous pensez, vous l'avez vécu comme un abandon, mais il y a quelque chose dans votre histoire certainement autour de l'abandon. Mais vous l'avez quitté parce que à ce moment-là, vous n'étiez pas prêt, vous ne vous sentiez pas prêt à vivre une histoire, à construire ce qui était votre droit le plus légitime. Dans une histoire, dans la vie, finalement, il y a aussi ce qui nous guide, c'est quand même notre instinct de survie. Et personne ne peut l'avoir à notre place. Oui, mais dans une relation amoureuse, c'est quand même de grandir ensemble, d'évoluer ensemble. Écoutez, quel âge elle a, cette dame? Votre âge. Ça, c'est pas une réponse. Hein. Enfin, je veux dire, vous avez une curieuse façon d'aborder les choses. Vous êtes quand même... ouais.
Donc si elle a mon âge, écoutez, je sais bien qu'on grandit à tout âge, mais enfin, on peut penser qu'elle est construite. Vous voyez, j'attends pas, moi, que quelqu'un, aujourd'hui, me prenne par la main pour m'aider à grandir. Hein. Oui. Bah non. Enfin, j'attends pas qu'un homme me prenne par la main pour m'aider à grandir, hein, Frédéric. Vraiment pas. J'attends autre chose d'un compagnon. Vous attendez pas un soutien? Dans les moments où ça va mal? Dans les moments, évidemment, mais j'attends pas qu'il m'aide à grandir. Certainement pas. On va accueillir Yannick. Bonsoir Yannick. Bonsoir. Bonsoir Yannick. Oui, bonsoir. On vous Caroline. écoute. Oui, voilà. Enfin là, comment dire. Donc là, j'étais en voiture et j'ai écouté le témoignage. Excusez-moi, j'ai pas retenu son prénom. Frédéric. Frédéric, voilà. Et donc moi, enfin, c'est pas une histoire avec une femme, mais c'était plutôt avec mon grand frère. Et on a eu donc, là vous avez parlé de problèmes psychiatriques, mais effectivement il faut faire très attention à ce genre de, je dirais, d'interprétation. Et il n'y a qu'une chose, c'est des professionnels pour ce genre de choses. Nous on a eu des soucis pendant des années avec ce frère, et qui allait bien, après qui allait pas bien, etc. Et bon, on a fini avec limite schizophrénie. Et ça a engendré de gros problèmes au niveau de la famille. Et bon, là, je vois que vous aimez cette femme, mais ma seule intervention que je veux faire au niveau de l'émission, c'est consulter des professionnels. Parce que les sites internet, c'est bien, mais il faut les consulter que quand vraiment on veut des précisions complémentaires par rapport à des arguments professionnels. Mais si on commence à jouer avec l'internet sur des problèmes psychologiques ou psychiatriques, moi, je pense que vous n'allez pas trouver la solution. D'accord. Hein, et nous, on a mis quasiment 5 ans pour résolver ce problème. On a dû interner notre frère, hein, ça a été quelque chose d'assez terrible, mais je dirais ce milieu-là nous a permis de comprendre qu'effectivement, malheureusement, suite à une enfance difficile, parce qu'après il faut creuser plus loin, il n'y a pas, Bien sûr. il y a un problème entre vous, enfin il y a quelque chose qui marche bien mais qui ne marche pas bien. Mais après, il y a peut-être un passé qui il y a peut-être quelque chose. Il y a peut-être quelque chose. Il faut peut-être essayer de creuser après sur son passé, etc. Voilà. Mais est-ce que votre frère a voulu consulter à un moment? Non, il n'a pas consulté. Ça a fini avec des drogues, si vous voulez. Et bon, il a été interpellé par la gendarmerie, quoi. On est arrivé à un stade vraiment très poussé, si vous voulez. Donc, et si on avait réagi plus tôt, on aurait peut-être pu éviter. Ça, c'est le seul regret que l'on a, parce que maintenant, bon, le reproche, c'est qu'on l'a fait interner. Bon, on n'interne pas les gens comme ça, hein. Il y a eu la gendarmerie, il y a eu un médecin, il y a eu un médecin qui est venu. Après, il y a eu le préfet qui est intervenu, hein. Ça s'est fait quand même dans les règles de l'art. Mais c'est vrai qu'il a été interné et il nous a remercié après, si vous voulez. Mais là, bon, ça recommence plus ou moins, quoi, parce qu'il n'y a pas un suivi médicament correct. Et bon, voilà, quoi. Donc c'est. Mais là, bon, je connais pas le problème bipolaire, hein. J'ai pas du tout, je connais pas ce truc-là, mais quand j'ai entendu ça, vous me faites peur. Franchement, vous me faites peur. Il faut vraiment, si vraiment vous l'aimez, le seul conseil que je peux vous donner, consultez déjà votre médecin généraliste. Si elle veut bien écouter, bien évidemment. Après, c'est sûr, si elle n'est pas. Mais non, c'est bien ça le problème. Eh bien, si elle ne veut pas vous écouter, vous ne pouvez pas grand-chose face à quelqu'un qui ne veut pas vous écouter. Et surtout, si vous voulez à tout prix, on ne peut pas aider quelqu'un qui n'a pas envie d'être aidé. Mon petit frère, il n'a jamais voulu, mon petit frère, mon grand frère, ça c'est pareil, mais il a jamais voulu d'aide. Et malheureusement, il a fallu bon, on peut pas comparer, mais le problème est le vôtre. Attention, c'est pas comparable. Hein. Non, mais bon. Mais dans des amours comme ça. Là où on peut dire quelque chose, où c'est important ce que vous dites, Yannick, c'est qu'à un moment, on ne peut pas être tout. Il faut accepter de ne pas être tout pour l'autre. Exactement. Et c'est là où j'entends quelque chose, ce que je retiens, hein, moi, de votre témoignage, et parce que ça peut devenir problématique. Et terrible. Nous, terrible. Oui, parce que cette jeune femme, comme dit un auditeur, c'est Inès, je crois, hein, qui dit que on entend dans ces relations que vous avez des tentatives de séparation,
et puis de la fusion. Donc elle rejoue certainement quelque chose avec vous, Frédéric. Ouais. Et c'est pas vous qui allez l'aider à se défaire de ça, puisque dans l'amour, on sait que l'on rejoue des relations de l'enfance. Et donc c'est pas dans la relation d'amour qu'on apprend à s'en défaire, c'est souvent en thérapie. Donc tout ce que vous pouvez faire, dire bon, visiblement il y a de la souffrance chez toi. Parler de souffrance, c'est pas parler de maladie, c'est bien différent. Et dire peut-être que ça serait bien que tu ailles en parler, ou à ce moment-là que nous allions en parler ensemble. Ce qui est pas du tout la même chose que de porter un diagnostic et de dire voilà. Peut-être, c'est ce que vous pouvez faire. Bon courage en tout cas, et merci à vous, Yannick, pour votre surtout, témoignage. Merci beaucoup. La psychologie, c'est des sciences vraiment douces et qui peuvent permettre justement d'aider énormément. Et pas intrusive. Effectivement, c'est important. Pas intrusive. On essaye de pas l'être. Merci beaucoup. Au revoir. La nuit continue sur Europe 1 avec vos témoignages au 39 21 et toutes vos réactions par courriel sur le site de l'émission dublanche.europe1.fr ainsi que par SMS au 7 21 21 code nuit. Georges m'envoie un petit SMS pour me dire c'est bien quand vous désannoncez les disques parce qu'au moins avec vous je comprends l'anglais alors que ces chanteurs anglais ils le parlent trop mal et on comprend rien. Oui, c'est ce que je me dis aussi finalement. Donc on doit avoir des auditeurs sur Europe 1 parfaitement bilingue, parce que souvent je reçois des courriels en me disant mais le titre qui est passé là cette nuit, vous pouvez redire ce que c'était. Donc je vous dis, il y a des auditeurs qui ne sont pas sensibles à mon anglais et qui ont besoin qu'on leur écrive vraiment, voilà. Mais vous, Georges, au moins voilà, vous parlez anglais certainement comme moi et on se comprend tous les deux. Allez, on va accueillir tout de suite, je crois, c'est Philippe. Bonsoir Philippe, merci d'être avec nous. Philippe, oui, vous êtes là, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci de me prendre au téléphone. Oui, je vous en prie. Et je voulais répondre justement à votre objection. Il y a l'auditeur précédent auquel vous disiez, oui, c'est une rupture, vous ne pouvez pas sauver les gens contre leur volonté. Oui. Et je ne sais pas pourquoi est-ce que vous voulez les sauver. Oui. Alors moi, mon cas est à peu près similaire à celui de l'auditeur précédent, puisque je suis resté en couple pendant 3 ans avec une personne, avec une femme, pendant lesquels on a eu justement des hauts, des bas, etc. On s'engueulait toutes les semaines, tous les 15 jours on se quittait pour revenir ensemble. Donc c'est un cas à peu près similaire. Et au mois de décembre, elle m'a dit, finalement, je ne t'aime plus, je te quitte. J'ai accepté complètement la décision, moyennant quoi elle m'a quand même imposé de venir en vacances, de passer les fêtes de Noël avec ses parents, ce qui m'a énormément gêné. Elle a imposé ses parents chez moi pour les fêtes de fin d'année, donc le 31 décembre. Ses parents étaient au courant de votre séparation ? Tout à fait, oui. Oui, c'est étrange. Vous lui avez demandé pourquoi elle souhaitait que vous soyez tous réunis ? Déjà, pour Noël, je lui ai dit, mais je ne comprends pas. Oui. Pourquoi tu veux que je vienne absolument dans ta famille ? Et oui. Ça fait une semaine qu'on est séparés. Je ne comprends pas. Moi, ça me gêne. J'ai aussi ma famille de mon côté. Et je ne comprends pas pourquoi tu insistes comme ça. Oui.
Là-dessus, son père m'a appelé en me disant Patrick, il faut absolument que tu viennes, etc. Donc sous la pression, j'ai cédé. Oui, donc vous n'êtes pas allé dans votre famille. Non, pas du tout. Ni le 24 ni le 25, j'étais uniquement dans sa famille. On est parti ensuite, parce que c'était prévu, on est parti en vacances le 26 ou le 27 chez moi. Et on devait rester une semaine. Et les parents sont arrivés le lendemain de notre arrivée et devaient partir en même temps que nous. Donc bon, ça me gênait beaucoup quand même. Hein. Donc je me suis montré très urbain au moment du premier de l'an, pendant toute leur présence, etc. Et sauf que au moment du premier de l'an, elle a pété un câble parce qu'elle avait trop bu, et que ça s'est trop mal passé, et que donc on a écourté nos vacances. Et là-dessus, le père a dit, bon bah écoutez, vous vous séparez, vous vous voyez plus, nous on rentre, je veux pas que la fille reste chez toi, tout le monde rentre à Paris, il n'y a pas de souci. Et depuis, cette personne n'arrête pas de me courir après, d'avoir besoin de moi, et c'est à la limite du harcèlement, quoi. Ah oui. Alors au départ, moi j'ai essayé de l'aider, donc parce qu'elle fait une formation. Elle est licenciée, elle fait une formation professionnelle. Oui. Donc au départ, elle m'a dit oui, j'ai un entretien à passer pour préparer un concours, etc. Mais j'irai avec ma mère, etc. Et 3 jours avant, elle m'a prévenu en me disant finalement, je ne veux pas y aller avec ma mère, il faut que tu m'accompagnes. Donc je l'ai accompagnée. Ensuite, il a fallu que je l'aide à rédiger son rapport. Et puis, c'est régulièrement, elle m'appelle en catastrophe quand ça va pas bien, tout en me disant on n'est pas ensemble, quoi. C'est là où je dis, je suis pas tout à fait d'accord avec l'analyse que vous avez développée vis-à-vis de l'autre auditeur, quoi. Pourquoi ? C'est pas parce que vous êtes séparés que vous ne pouvez pas essayer d'aider quelqu'un. Et quelqu'un peut être dans une telle détresse qu'elle ne sait pas exactement ce qu'elle fait. Oui, mais vous dites un peu une chose et son contraire aussi, parce que vous parlez quand même, vous vous sentez à la limite du harcèlement. C'est le mot que vous avez prononcé. Donc c'est quand même un peu oppressant pour vous, cette situation. Moi, ça m'empêche d'avancer, oui. Eh oui, c'est quand même embêtant, ça. Donc si pour aider cette femme, vous n'avancez pas, parce qu'elle est quand même très ambivalente, là. Elle vous quitte et puis en même temps, elle veut que vous restiez totalement disponible pour elle. Oui, tout à fait. En témoigne cette histoire de Noël où vous devez renoncer en quelque sorte. Bon, vous auriez pu dire non, hein, comme le dit Prune par SMS, mais vous devez renoncer à aller quand même dans votre famille pour passer Noël avec les siens. Et puis après, le rapport, vous voyez, vous n'êtes plus ensemble, mais il faut faire comme si vous étiez ensemble. Alors, l'aider, oui, mais jusqu'à quel point ? C'est-à-dire, est-ce que ça l'aide vraiment, au fond ? C'est la question qu'on peut se poser. Ça l'aide puisque sa famille ne l'aide pas, justement. Ah, oui, mais pour autant, devez-vous vous substituer à sa famille ? C'est la question que je me pose. Oui, mais vous avez raison de vous la poser, Philippe. C'est une bonne question. Cette femme... Je lui ai déjà dit que je n'avais pas à me substituer à son père, ni quoi que ce soit. Et oui, vous n'êtes pas responsable de ses manques, de ses défaillances dans son histoire. Moi, c'est une femme qui a une histoire très compliquée. Certainement. Mais je ne peux pas la laisser tomber non plus comme ça, vous êtes bien d'accord ? C'est elle qui est partie. Mais c'est pas, si vous voulez, je ne dis pas. Bon, d'abord, votre histoire est différente. Hein, le contexte est pas le même que celui décrit par David, qui finalement avait pris la décision de partir parce qu'à un moment, il ne
tenait plus. Puis lui aussi il disait des choses très contradictoires, hein, et tout en disant mais je pense que quand même cette femme elle est faite pour moi, mais au fond la relation qu'ils vivaient ensemble, tout semblait dire le contraire, puisque ça ne tenait jamais. Ils se quittaient, ils se séparaient, ils se quittaient, ils se retrouvaient, et puis ils se reséparaient, et puis lui. Vous me parlez là d'elle, enfin de la relation, c'est très différent. Nous aussi, on s'est quittés, on s'est retrouvés pendant 3 ans, quoi. Oui, mais pour autant, si vous voulez, on peut aider. Ça ne veut pas dire laisser tomber. Non, ça ne veut pas dire que parce que effectivement, quand on a aimé quelqu'un, du jour au lendemain, évidemment que cette personne, elle ne nous est pas tout d'un coup. Ça devient pas un étranger ou une étrangère. Hein, déjà quelqu'un qu'on ne connaît pas, ou je dirais une connaissance ou un voisin à qui il arrivera un problème, quelqu'un de normalement constitué va pas rester impassible à pas proposer son aide. Donc encore moins vis-à-vis de quelqu'un qu'on a aimé. Quoique parfois, il y a un tel passif dans la relation parce qu'on lui en veut, parce que justement on a été quitté, on a été malheureux, que c'est parfois plus compliqué dans ces relations-là. Je comprends tout à fait que ça a du mal qu'il y a un lien qui peut perdurer. Mais parfois pas dans les premiers temps, justement, de la relation. Parce qu'il y a un peu un deuil à faire. Or là, dans ce que vous me décrivez de votre histoire, elle dit « je te quitte », mais dans les faits, elle continue à maintenir un lien avec vous comme s'il n'y avait pas rupture, excepté sur le plan amoureux. C'est-à-dire, vous n'avez plus d'intimité amoureuse, mais pour le reste, elle considère que vous lui devez, en quelque sorte, sécurité et protection. C'est-à-dire qu'elle vous a investi un peu comme, oui, peut-être un père, une mère qu'elle n'a pas eu ou comme elle aurait aimé les avoir. Ah mais tout à fait, oui. Parce que là, il est question qu'elle parte en vacances avant de faire un stage. Et elle me dit, il faut qu'on parte en vacances ensemble. Oui, mais c'est là où ça ne va pas. Donc parce que moi, j'ose pas lui dire, mais pourquoi est-ce que tu veux qu'on parte en vacances? Ben parce oui. que tout est terminé, quoi. Et oui. Imaginez, je reçois un message là par SMS qui dit une rupture est une rupture. Vous n'êtes pas harcelé, mais consentant par votre implication auprès d'elle. Et si un jour une femme arrive dans votre vie, que ferez-vous? C'est une question. Le problème, c'est qu'une autre femme ne peut pas arriver parce qu'elle prend toute la place. Eh oui, eh oui. Elle arrive à occuper sa place comme si on était encore ensemble, en me demandant des obligations, en me donnant des obligations comme si on était encore ensemble, quoi. Et oui, donc vous voyez bien que là, il y a quelque chose qui est quand même très faussé. Ou vous vous laissez un peu piéger par sa demande, c'est-à-dire que elle, c'est ça, c'est-à-dire que vous la sentez fragile, vous la sentez en détresse. Donc vous êtes, vous voulez pas la laisser tomber, comme vous dites. Vous renversez un peu les rôles d'ailleurs, parce que c'est elle qui a décidé de partir au fond. Et vous, ça vous empêche d'avancer dans votre vie. Ben oui. Et oui. Donc c'est là où il y a quelque chose qui ne va pas. Et je suis pas sûre que ça l'aide vraiment au fond, elle. Parce qu'elle sait pas bien ce qu'elle veut et où elle en est. Elle confond un peu tout. C'est-à-dire qu'elle voulait plus, elle veut pas poursuivre la relation au sens amoureux du terme, mais elle veut vous garder, comme on dit. Comme une carte bancaire. Oh, je pense pas. J'irai peut-être pas. Non, j'irai pas jusque là. Mais comme on dit, vous savez, quand on est dans la pleine période d'amour, en disant on sera toujours là l'un pour l'autre, on pourra toujours compter l'un sur l'autre. Et on est sincère à ce moment-là. Mais après, la vie fait que, généralement, on rencontre quelqu'un d'autre, et puis on avance, c'est-à-dire que même si d'ailleurs on peut garder un lien amical, mais après il y a une autre personne, heureusement on aime quelqu'un d'autre et qui prend le relais, qui peut être un soutien parce que sinon on pourrait rien reconstruire.
Bon, alors, que faut-il faire? Couper les ponts? Si vous voulez, Philippe, entre couper les ponts et comme ça radicalement et partir en vacances, lui faire ses rapports, être disponible comme vous l'êtes, il y a peut-être, voyez, un juste milieu à trouver. Alors, il y a Sergio, tiens, justement, ça arrive au moment où vous posez la question, qui dit « J'ai vécu une histoire un peu similaire. Le meilleur moyen d'en guérir, c'est de se faire violence et de couper les ponts, radicalement, dit-il. » Il y a Prune qui dit « Vous devez être très clair avec elle. Ne répondez plus à ses demandes. Elle vous a quitté. » Brahms dit « Vous pensez beaucoup à elle, mais elle pense-t-elle à vous? Vous ne vous situez pas dans la relation. » Et Inès qui dit « Je ne vois pas trop le rapport avec l'auditeur précédent. Déjà, vous ne dites pas qu'elle est malade. Vous semblez hésiter à dire Inès qui dit « Je vous trouve très respectueux et qui vous souhaite bonne chance. » Et Yann qui dit « L'aimez-vous? Avez-vous peur de vous retrouver seul et vous raccrochez-vous à ses appels ?» Oui, est-ce que vous avez des sentiments encore pour elle? Non, je pense plus. Non, parce que c'est vrai que ça pourrait expliquer, vous pourriez espérer la reconquérir. Non, parce que vu le comportement que j'ai avec elle, je suis très froid et voilà quoi. Mais vous pourriez être très froid parce que vous lui en voulez de vous avoir quitté, enfin. Non, parce qu'elle est complètement ambiguë, ce que je ne supporte pas. Oui. Et puis que d'autre part, elle est complètement, elle est un peu caractérielle, quoi. Hein. Oui. Donc hier, je me suis fait pourrir la tronche, si vous me passez l'expression. Oui. Parce qu'elle devait aller boire un verre avec une copine, que ça a été annulé, etc. Qu'elle m'a dit oui, on pourrait dîner ensemble, et que j'ai d'autres préoccupations, donc j'ai pas répondu immédiatement. Oui. J'ai eu une volée de messages, d'injures, auxquels je n'ai pas répondu. Oui. Et ce matin, ça a été, oui, je suis désolé pour ce que je te dis hier, quoi. Donc, Oui. Là, Vous allez avoir du mal, plus, je pense au départ, elle va... je pense qu'elle peut un peu vous harceler, oui, d'après ce que vous dites. Quand elle va voir que vous prenez de la distance. Mais... En fait, ce qui me plaît pas, oui, c'est que je prenne de la distance, quoi. Bien sûr, oui. Oui, elle va vous culpabiliser, je pense, hein. Alors que dans les faits, c'est elle qui a rompu. Elle rompt, mais elle ne veut pas... il faut que tout vienne d'elle. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas que vous vous éloigniez d'elle. Mais bon, ça marche pas comme ça. Donc, c'est vrai qu'elle a besoin d'aide aussi, donc je peux pas non plus... Oui, mais est-ce qu'elle... à quel niveau elle vous semble avoir besoin d'aide? Oui, à quel niveau? Elle est suivie, elle voit quelqu'un, elle fait une thérapie, Elle a fait une thérapie il y a un an et demi. Elle pourrait reprendre si elle se sent pas bien, puisqu'elle a déjà pu faire cette démarche. Je lui ai dit il y a 3 semaines, ça va pas du tout. Oui. Il faut que tu ailles voir un psy, là, un spécialiste. Oui. Parce que ça va pas du tout, et si tu le fais pas toi-même, j'appelle ton père, parce qu'elle est très proche de son père. Oui. Je dis, apparemment, là, ça va pas du tout, ce que tu racontes, c'est complètement délirant, donc ça va pas. Oui. Soit tu le fais, je te paye le psy. Oh là là, surtout pas. Surtout sinon, pas. Sinon, j'appelle ton père, mais il faut faire quelque chose, quoi. Alors, et déjà... là, elle s'est énervée. Bon, alors déjà, écoutez, un conseil. Vous n'appelez pas son père. Vous rentrez pas. Elle a quel âge, vous m'avez dit? Elle a 36 ans bientôt. Non, écoutez, vous n'appelez pas son père. C'est pas... Vous voyez, parce que là, vous prenez le rôle d'un père auprès d'elle. Écoutez, à 36 ans, elle a fait une démarche il y a 1 an. Si elle va vraiment pas bien, elle a déjà fait une démarche, elle pourra retourner voir son psy. Si vous appelez son père, c'est pas à son père de lui dire d'aller consulter, vous d'appeler le père, et encore moins à vous de lui payer sa thérapie, hein. Vous n'intervenez surtout pas là-dedans, hein. Surtout pas. Ça, elle voit avec le psy, soit il lui fera une feuille d'assurance maladie, soit elle se débrouille, hein. Au nom de quoi? Quelle est la culpabilité qui vous pousse de devoir prendre en charge cette femme? Mais c'est qu'elle n'est pas du tout aidée par sa famille. Donc, oui, mais écoutez, vous n'êtes pas responsable de son histoire, Philippe.
Il y a d'autres personnes qui ont eu des parcours de vie compliqués, hein, qui n'ont pas forcément la chance d'avoir une famille au départ de leur vie aidante, aimante, et qui pour autant se prennent en charge et ne se montrent pas aussi tyranniques vis-à-vis des autres qu'elles semblent l'être vis-à-vis de vous. C'est ce que dit le subversif, hein. On ne force ni la prise de conscience, ni la cure analytique. Restez un homme, ne soyez pas son père, et refusez d'intégrer sa famille. Donc là, si vous commencez à prendre contact avec son père, ça va être sans fin. C'est-à-dire qu'après, il peut s'instaurer un chantage. Hein. Elle va pas bien, elle va attendre de vous que vous contactiez son père, que vous soyez un peu un messager auprès de sa famille. Il faut que vous arriviez à prendre vos distances. Il faut que vous repreniez le cours de votre vie. Et donc, ça veut dire que je la vois plus, là. Vous avez du mal avec cette idée, hein? Ah non, c'est une question que je vous pose. Je crois que si vous ne mettez pas des distances avec elle, vous allez avoir du mal à vous en sortir. Hein. Elle va s'agripper. Il faut lui dire, oui, il faut lui rappeler que c'est elle qui a rompu et laisser entendre que vous n'êtes pas disponible et ne pas répondre à certains de ses messages, oui. Elle va vous en envoyer plusieurs. Hein. Même si je sens qu'elle ne va pas bien, je ne réponds pas. Vous n'êtes pas responsable. Ce n'est pas de votre faute. Ce n'est pas à cause de vous qu'elle ne va pas bien. C'est son histoire à elle. Et vous l'avez rencontrée il y a seulement 3 ans, Philippe. Oui. Donc elle a 36 ans, vous l'avez rencontrée à 33 ans. Elle avait toute une histoire avant de vous rencontrer. C'est pas vous qui, en 3 ans, avez fait qu'elle n'aille pas bien. Elle avait un équilibre fragile avant. Comment ? C'est ce qu'elle essaye de me faire croire. Oui, et ça marche. Ça marche bien. Et elle appuie là où il y a de la culpabilité chez vous. Donc attention à ça, parce que c'est vous qui allez finalement un peu dépérir, hein, et trop vous oublier. Ouais, il faut vraiment que vous mettiez de la distance. Je reçois un message de Rom qui dit, vous savez, Philippe, l'être humain n'est pas tout puissant et l'amour ne guérit pas de tous les maux. Mais, voyez, vous êtes resté avec elle 3 ans, c'est pas, ça guérit pas de toutes les fragilités. Elle avait 33 ans quand vous l'avez rencontrée. À 33 ans, sa personnalité était construite, c'est toute son histoire et c'est bon. Et vous n'êtes pas, c'est pas vous qui l'avez construite, hein, cette histoire-là. Donc pourquoi vous devriez aujourd'hui tout endosser de ça ? Il faut que vous arriviez à reprendre le cours de votre vie. Il faut que vous pensiez à vous. Vous avez votre vie à construire, vous, Philippe. Et vous avez beaucoup à donner, hein, certainement. Vous avez beaucoup de tendresse, de générosité, d'amour à donner. Vous aimez certainement beaucoup prendre en charge, au sens noble du terme. Et je suis sûre que vous pourrez trouver quelqu'un, une femme, qui saura apprécier cela sans en abuser. Parce que, vous savez, il y a des personnes qui sont en souffrance, en détresse, mais la souffrance, parfois, dans la souffrance, ça peut impliquer aussi un peu de manipulation. Hein. Ah oui, c'est clair. Oui, donc attention à ça. J'ai l'impression, hein, je peux me tromper, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça. Hein, et que ça marche bien là. Donc prudence. Merci en tout cas, Philippe, de votre confiance. Merci moi. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.
Bruce Springsteen, Philadelphia. Des messages pour Philippe. Amanda de Corse dit: Philippe, vous êtes un homme de cœur et l'abandonner vous paraît difficile. Essayez peut-être d'y voir plus clair. La solution est en vous. Courage. Et Brigitte, justement, se demande, dit: mais pourquoi supportez-vous tout ça, Philippe? Anita dit: plus vous acceptez, plus elle en demandera. Prune dit: il faut la quitter de façon définitive. Et puis quelqu'un dit: changer de numéro de téléphone vous manque-t-elle au quotidien? Avez-vous envie de reconstruire votre vie affective? Un message aussi d'un auditeur, ou c'était CTP Mauve, qui me dit: j'écoute votre émission du travail. Et alors là, c'était à propos du témoignage de David, qui dit: David semble remettre en cause uniquement sa compagne sans parler de la relation. Pourquoi le problème ne viendrait que d'elle? Une relation, c'est à deux, me semble-t-il. C'est un peu trop simple. Il faudrait que David donne son point de vue sur cette relation, car au fond, il n'en a pas vraiment parlé. Et puis Nelly dit à propos du témoignage de Philippe que cette femme semble vraiment le prendre pour son père. Ava, elle vient d'envoyer un message là à l'instant par SMS au 7 21 21 code de nuit. Qui dit: pourquoi vous trouvez-vous tant de raisons de vous sentir indispensable à une femme qui vous a quitté? Pourquoi tenter de justifier qu'elle vous tyrannise, dit Ava. Et on accueille justement... Oui, je laissais un message aussi de Lydie France qui a appelé le 39 21, qui dit: si Philippe veut avoir une vie normale, il faut vraiment qu'il arrête avec elle, puisqu'elle le considère, semble-t-il, avant tout comme un tuteur. Et on accueille un autre Philippe. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Philippe. Oui, effectivement, un autre Philippe. J'étais sur la route tout à l'heure et j'écoutais votre émission. C'est vrai que je suis un petit peu en plein désespoir depuis en gros 1 an et demi. Oui, qu'est-ce qui vous arrive? En fait, depuis 1 an et demi, depuis en gros septembre 2008, où j'avais demandé ma mutation dans le cadre d'un projet familial avec mon ex-compagne. Ses 2 premiers enfants d'un premier mariage et notre petit bébé de 11 mois à l'époque. Oui. Donc je suis parti de Paris à Bordeaux. Et donc elle m'a suivi, évidemment, en donnant sa démission. Oui. Et à l'issue de quoi, au bout d'1 mois, j'ai vécu un véritable enfer. J'avais choisi Bordeaux pour elle parce qu'effectivement, à l'époque, on me proposait Bordeaux et Toulouse. Toulouse, j'y avais des amis, notamment le parrain de mon fils. Et Bordeaux, je l'ai choisi pour elle parce qu'effectivement, elle y avait déjà travaillé, il y avait des amis. Je me suis retrouvé au bout d'1 mois avec quelqu'un qui allait faire la Java toutes les nuits, quasiment, qui me laissait ses 2 autres premiers enfants en garde avec notre petit bébé, qui ne payait rien alors qu'elle touchait 2 500 € aux ACDIC. Oui. Et au bout de quelques mois, à la Toussaint, a décidé d'aller confier ses 2 premiers enfants à leur papa en région parisienne pour les vacances de la Toussaint en 2008. Et en prenant notre petit garçon avec elle, en me disant: je reviens d'ici 4 jours, mais elle m'avait déjà dit qu'elle souhaitait se séparer. Et elle est revenue effectivement au bout de 5 jours, sans le petit garçon, en le laissant, à l'époque je ne savais pas où. J'ai, sur le conseil d'une avocate, été déposé plainte, qui m'avait dit également: redéposer plainte si ce week-end vous n'avez pas de nouvelles de votre petit garçon. Au bout de 8 jours, je n'en avais pas. Entre-temps, elle m'avait juste menacé et intimé de quitter l'appartement que je payais 900 € par mois, avec moins de paye qu'elle, évidemment. Et elle ne vous disait pas où était votre fils? Non. Et en me rendant au commissariat de Bordeaux, en voulant redéposer une seconde plainte, je me suis retrouvé en garde à vue. D'où mon étonnement. Oui. J'ai appris que j'étais en garde à vue pour blessure. Donc il faut savoir qu'un simple certificat médical précisant qu'une personne fait valoir des douleurs quelque part peut être incriminant pour quelque chose. Et comme vous le savez, c'est bien plus difficile de prouver son innocence que d'accuser quelqu'un. Donc moi, je n'ai jamais levé la main sur qui que ce soit, bien évidemment, mais je devais être en garde à vue. C'est le parrain de mon petit garçon qui est intervenu. Il travaille au poids de l'Élysée. Donc je n'ai pas fait la garde à vue. Il y avait quand même une plainte à mon égard qui n'était pas... que j'avais à justifier, mais qui n'était pas viable, dans la mesure où j'avais jamais levé la main sur qui que ce soit.
mais c'était pour me faire quitter l'appartement. Donc entre-temps, pendant que j'étais en garde à vue, il a changé les serrures, il a fallu que je retrouve un appartement auprès, ce que j'ai fait. Donc j'étais à 400 mètres à peu près. Il y a eu un premier jugement qui me donnait le droit, parce que ça faisait 1 mois et demi, 2 mois que je ne voyais pas mon fils, de voir mon fils tous les 15 jours, enfin à raison des week-ends 1, 3 et 5. Allô ? Oui, je vous écoute, Oui, excusez-moi. Philippe. À raison des week-ends 1, 3 et 5 sur le mois, quoi, quand il y a 3 week-ends, Oui. 5 week-ends sur un mois. Ça se passait pas trop mal. Donc je voyais mon fils du samedi matin à 10h au dimanche 18h. Oui. Ça va pas trop mal, sachant que la maman quand même me l'a remis habillé en 6 mois quand il en avait 16, avec des chaussures de 20 quand il avait des petites 22, hein, des choses comme ça. Bon. Bien évidemment, je le laissais pas dans cet état-là. Et le 26 avril de l'année dernière, à la fin des vacances de Pâques, donc il y a 1 an, je ramène mon fils après avoir passé des vacances chez des amis dans le Tarn. Et comme à l'accoutumée, Alexis hurle à chaque fois. Il voulait pas me quitter, quoi. Et je lui dis, mais t'inquiète pas, Bilou, c'est papa, il revient te chercher dans 8 jours. Donc le week-end d'après, je vais à nouveau le récupérer. Et elle me dit, ah non, pas question. Non. Je lui dis, comment ça, non, c'est mon week-end. Ah non, je requitte Bordeaux, je repars à Paris. Donc, je lui dis, mais comment je vais faire, moi, Alexis, j'ai bien le droit de le voir. Ne donnez pas trop de prénoms s'il y a si c'est pardon. encore en cours, enfin qu'il y a des procédures. Oui, mais c'est la vérité de toute façon. Oui, vous savez. oui, ça, je veux bien vous croire, mais Oui. quand c'est en procédure, il vaut mieux ne pas donner trop d'éléments identifiants. En tout état de cause, Mais si elle part, elle est tenue d'en parler au juge aux affaires familiales. Oui, alors elle est partie, mais quand il y a un éloignement géographique, on doit le signaler. Oui. J'ai reçu effectivement le 27 avril l'année dernière un courrier en recommandé me précisant donc qu'elle quittait la région en fait de là où on habitait pour Paris le 1er mai. Donc 3 jours après la réception du courrier. Voilà. Donc j'avais pas trop le choix en soi. Hein. Oui, elle vous a prévenu vraiment à la dernière minute, oui. Absolument, sachant que la personne, normalement, a 1 mois pour prévenir. Hein. Elle doit le faire dans un délai d'1 mois. Sauf que il y avait un premier jugement qui disait que j'avais le droit de voir mon fils à raison des week-ends 1, 3, 5 chaque mois. Mais que pendant... Donc moi, j'ai réattaqué au tribunal. Et je me suis retrouvé avec quelqu'un, évidemment, qui a fait traîner les choses en longueur, puisqu'elle a demandé un premier renvoi, ça devait passer au 10 juin. Le tribunal a renvoyé au 25 septembre 2009. Puis au 25 septembre 2009, vu que les tribunaux sont tellement engorgés en France, celui de Bobigny entre autres, eh bien le tribunal de Bobigny a renvoyé au 17 novembre. Eh oui. Donc ce qui représente du mois de mai à novembre, en gros 7 mois. Oui. Imaginez un papa qui fait 1200 km tous les 15 jours pour voir son fils une journée à Paris et s'organise pour trouver un endroit pour loger avec lui. Voilà, puisque madame ne daignait pas, effectivement, elle s'appuyait sur un jugement qui était caduc, puisque le lieu de résidence avait été bougé, mais me collait la pression en me disant qu'elle ne descendrait jamais. Donc le papa dépensait la moitié de sa paye. Et vous aviez vu avec votre avocat, en attendant, vous ne pouviez rien faire. Le problème, c'est que j'avais fait un référé en urgence, et tant que ce n'était pas jugé, je ne pouvais rien faire. Bien sûr, vous ne pouviez rien faire. Donc moi, j'ai dépensé plus de 2000 €, ne serait-ce qu'en trajet. Bon, c'est vrai que l'argent n'a pas de poids, de prix par rapport à un enfant qu'on souhaite voir. Mais je me suis mis dans une situation très difficile, usant de mon portefeuille et particulièrement de ma santé, qui en a pris une belle claque, puisque j'ai été en arrêt 6 mois derrière. Hein. J'ai repris sous forme d'un mi-temps thérapeutique aujourd'hui. Aujourd'hui, vous en êtes où ? Eh bien, aujourd'hui, le dernier jugement fait valoir que j'ai mon fils pour toutes les vacances, sauf moitié Noël et moitié l'été. Oui. Que madame doit systématiquement, pour chaque vacances, me l'amener. Donc, les vacances avaient lieu il y a le 16 avril dernier. Hein, pour les 2 régions concernées. Oui. Elle m'a collé la pression 10 jours avant en m'envoyant un texto me disant « Je viendrai récupérer Alexis sur ton lieu de résidence le 2 mai, à la fin des vacances. » Alors que c'était à elle de me l'amener et à moi d'aller le ramener. Et moi, j'ai eu... je tolérais jusque-là, si vous voulez, qu'on inverse les rôles sur le fait d'aller chercher et de ramener Alexis, enfin le petit. Mais pour autant,
Cette fois-là, j'avais un empêchement. Donc le vendredi 16, je lui ai téléphoné en lui disant bon, j'ai reçu un courrier, j'ai un empêchement, je peux pas venir le chercher là. Est-ce que je peux venir le chercher dimanche ou lundi? Et là, ça a été non. Si tu veux pas voir ton fils, tant pis pour toi, elle raccroche. Point barre. Je le rappelle en laissant un message. Bon, est-ce que on peut trouver une solution? Rappelle-moi. Oui, vous êtes toujours en très mauvais termes. Ah mais il faut être deux pour dialoguer, c'est ça le problème. J'ai toujours essayé. J'ai jamais eu de raison sur la séparation, hein, aucune. Hein. Mais oui, ça s'est dégradé. Ça s'est vraiment dégradé de façon. Oui, oui. Vous ne comprenez pas. Il y a un petit entre les deux, c'est ça le problème. C'est dommage, oui, parce il avait 11 mois donc en 2008. Puis, donc, oui, puis il a 2 ans et demi maintenant et il est très attaché aussi à son papa. Bien sûr. Aux dernières nouvelles, moi j'ai tenté de joindre mon fils il y a quelques jours. J'ai reçu pour unique réponse un texto me disant si tu veux le joindre, il t'appelle mercredi. Pour l'instant, il est en vacances vu que j'ai dû m'organiser pour ces vacances-ci. J'ai l'air de dire t'as pas pris tes responsabilités de père. Voilà. J'ai dû déposer une plainte, hein, que voulez-vous, pour non-présentation d'enfant. Mais aujourd'hui, j'en viens à m'insurger contre la justice qui... Bon, l'enfant, il est au centre de tous les débats. Le seul problème, c'est que c'est lui qui paye en permanence. Et à aucune occasion, aucun juge n'a été en mesure de prendre, je dirais, des décisions qui tiennent compte de l'enfant déjà, et des décisions qui soient respectées aussi oui, par mais c'est très difficile en même temps pour les juges quand il y a un tel conflit conjugal, hein. Non mais j'entends bien, mais imaginez, moi je me suis retrouvé avec tous mes vêtements découpés, aucune affaire rendue, rien du tout. Mais oui, vous voyez le niveau de tension où on arrive quand même. Oui, mais les vêtements découpés. Qu'est-ce que vous voulez, le juge en même temps, vous lui présentez pas. Voilà, vous ne pouvez pas. Vous avez un empêchement ce jour-là. Normalement, ça devrait pouvoir se régler. Je suis d'accord. Ben oui, mais c'est bien ça. C'est le problème. Normalement, voilà, ça devrait pouvoir se régler en bonne intelligence. Ah oui, mais elle ne vous l'amène pas, vous en êtes réduit. Je vais même laisser la porte ouverte pour me le déposer mais sur le lieu de vous en êtes réduit à porter plainte pour non-présentation d'enfant. Moi, en fait, je vais vous dire, le problème, c'est mais il n'y a jamais eu de médiation familiale, de demander. Il y en a eu par rapport aux plaintes, parce que moi, j'ai déposé plainte pour les vêtements découpés, mais là, ça ne servait à rien. C'est en gros la médiation, ça sert à une chose, c'est à mettre la pression sur les deux personnes, à leur dire, en gros, il y a 2 plaintes, vous avez déposé chacun une plainte. Vous laissez tomber les plaintes ou on les continue? Voilà, en gros, c'est ça. Oui, mais c'est terrible quand on arrive... Oui, non, mais bon, on peut incriminer les juges, hein, Philippe. Mais dans les faits... Je n'incrimine pas forcément les juges, je sais qu'ils ont beaucoup de travail, mais... Non, mais dans les faits, vous êtes parent de ce petit garçon, et dans les faits, vous en êtes aujourd'hui à une situation de tension telle qu'effectivement, qui en fait les frais le premier? C'est lui. Mais bien sûr, mais c'est lui, c'est moi aussi. Donc, dans les faits, à un moment, ce qui est terrible, c'est que des couples qui, à un moment, se sont aimés et ont fait un enfant, en arrivent après à un tel niveau de détestation que l'enfant, il est pris en otage au milieu. Et qu'il n'y ait pas un moment d'arriver à dire, bon, on essaye au moins de faire quelque chose, de s'entendre, même si on peut plus s'encadrer, on peut plus se voir en figure. Je suis bien d'accord. En portrait, le problème, c'est que, comme je vous le disais, il faut être 2 pour dialoguer. Quand vous avez quelqu'un qui vous raccroche au téléphone, qui vous met des bâtons dans les roues, qui systématiquement va faire tout de façon à vous coller du harcèlement, de la pression, à vous envoyer des textos. Vous avez 2 jours de retard sur une pension, alors qu'elle gagne 2 fois mon salaire. Mais moi, je paye quand j'ai été payé, hein, je peux pas faire autrement. Oui, mais alors, on sent là, quand vous en parlez, hein, à quel point ça vous... je suis à bout. Mais ça s'entend. Alors, je vais vous dire à quel point j'en suis aujourd'hui. J'aime mon fils par-dessus tout. Mais j'ai l'impression de me heurter à un mur. C'est-à-dire qu'il y a une décision de justice qui est, effectivement, d'une lenteur assez phénoménale. Il y a une décision de justice qui n'est pas respectée. J'ai dû déposer une plainte. Pour autant, mon fils, j'ai perdu 15 jours de congé que j'ai pris, effectivement, pour pouvoir être avec lui. On sait tous qu'à partir du moment où on a toutes les vacances scolaires, on ne peut pas forcément toutes les prendre pour être avec son enfant, à moins de bénéficier de très grandes possibilités de vacances, et c'est pas mon cas. Là, c'est 15 jours pendant lesquels je ne l'aurais pas vu, ni ses grands-parents. Malheureusement, il a été mis en garde auprès de personnes visiblement qu'il ne connaissait pas, vu ce qu'il m'a dit au téléphone ce soir. J'étais chez une
dame, chez une madame et un monsieur, m'a-t-il dit. Vous voyez? Donc, le problème, c'est que j'avais même laissé la porte ouverte de façon à ce qu'elle me le dépose sur mon lieu de vacances, en Bretagne, ma région natale. Mais rien, pas de nouvelles, rien. Ça fait 2 mois que j'ai pas vu mon fils. Et j'en viens à me dire, mais comment se fait-il qu'il y ait autant de papas qui soient dans cette détresse-là? Quand vous entendez les avocats qui vous disent, oh mais attendez monsieur, vous n'êtes pas le plus à plaindre. Vous auriez une petite fille, vous seriez très certainement pédophile aujourd'hui. Rendez-vous compte de ce qu'on en arrive, là où on en arrive, c'est grave quoi. C'est-à-dire que on vous porterait des atteintes pour pédophilie? Oui, enfin, ne généralisons pas, hein, quand même. Ah, mais, oui, mais c'est quand même 2 avocates qui me l'ont dit, Après, oui, enfin, c'est pour certains, c'est leur fonds de commerce aussi, hein. Attention. Nous sommes bien d'accord. Attention. Vous demandez un renseignement, on vous répond que quand vous payez. Toutes les femmes aussi qui ne portent pas plainte contre leur ex pour inceste. Hein. Malheureusement, il y en a qui effectivement sont prêts à tout par haine pour se venger de je ne sais quoi. Mais heureusement qu'on n'en arrive pas. Bon, alors c'est ce que j'entends, c'est-à-dire que vous ne savez pas pourquoi ça a dégénéré à ce point entre vous. Pourquoi il y a autant de colère? Elle a refait sa vie, comme on dit. Vous tombez pile poil là où je voulais en venir. J'en ai eu quelques-unes, puisque effectivement il y a une attestation qui a été produite au tribunal, d'un monsieur se présentant comme étant son ami déjà depuis l'année dernière. Oui. Donc voilà. Moi j'ai aussi depuis. Il y a quelqu'un qui est rentré dans ma vie depuis. C'est très bien. Oui. Le problème c'est que vous n'avez pas envie de faire vivre ça et d'être harcelé en permanence à coups de SMS et compagnie quand vous avez quelqu'un qui rentre dans votre vie. Il y a un après. Oui, mais je crois qu'il faut, justement, je reçois des messages en disant qu'il semble y avoir beaucoup de provocations dans cette histoire, donc elle peut avoir quelqu'un dans sa vie et en même temps ne pas... Non, mais attendez. Ne pas avoir encore réglé quelque chose avec vous, de votre relation. Et finalement, il y a un lien qui se poursuit, même si c'est un lien de haine, qui se poursuit par la voie juridique. Ah non, hein, il y a quelque chose qui n'est pas... C'est moi qui ai fait les démarches en fait à chaque fois. Non, mais il y a quelque chose qui mon enfant. Il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Ah mais c'est évident. Alors mais je suis complètement d'accord. La chose qui n'est pas réglée, c'est qu'il y a effectivement légitimement 50% d'autorité parentale pour chacun des parents. Il y a une décision de justice. Alors, en tout état de cause, aujourd'hui, à ce jour, elle n'est pas appliquée. Faut-il encore qu'on puisse la rendre applicable? C'est ça le souci. Ce qui n'est pas réglé, c'est ça. À partir du moment où vous avez quelqu'un qui en face de vous fait autorité et vous fait la pression et vous fait un chantage à l'enfant, vous le dépose au mois de février, enfin vous oblige à aller le chercher au mois de février pour les vacances de février. Vous le donne avec la joue bleue, couleur bleu azur, et il vous dit ah ben il est tombé. Pas de consultation chez le médecin, je vais chez mon médecin. Le médecin me dit bon il a dû se faire tabasser par ses frères ou il est tombé de très haut. 8 jours après, la maman appelle, me dit j'ai mon médecin traitant qui m'a appelé comme quoi j'ai oublié de faire le vaccin du petit. Peux-tu t'en charger? Le jour où j'aurai un médecin traitant qui m'appelle, mais je le fais signer pour 2 siècles, le médecin, pour un vaccin non fait. Première chose. Et puis je l'ai fait le vaccin. Mais 6 mois de retard. C'est pas normal. Bon. Écoutez, moi je... de la justice comme rien. Bon. Pour rien. Écoutez, donc moi si je vous appelle, c'est on pour peut pas régler ça à l'antenne. Non mais là c'est compliqué parce qu'on a un point de vue, il y a quelqu'un qui dit j'ai connu ça à l'inverse, je comprends très bien, même si votre ex est en tort, le juge ne verra pas plus. Oui, mais vous avez du mal aussi, on sent votre colère et du coup vous avez besoin de parler. Mais oui, mais moi c'est ce que j'ai envie de vous dire, il y a un petit. Et justement, et vous êtes tellement dans la haine l'un par rapport à l'autre que le petit, je suis désolée. Moi, ce qui me fait bondir, Philippe, dans toutes ces histoires de couple, c'est que finalement, les couples sont tellement occupés à s'entre-déchirer et sous couvert de l'enfant que finalement, l'enfant, je suis
désolée, il est plus au cœur du problème. C'est les couples qui s'entre-déchirent. C'est l'homme et la femme. Et l'enfant, on l'oublie dans ces histoires-là. Et je suis désolée, à un moment, eh bien, il y en a un, je sais qu'il faut être deux pour dialoguer, mais vous ne pouvez qu'insister et en disant et renouveler et de dire de la médiation, il faut de la parole et insister, parce que plainte sur plainte, plainte sur plainte, on est dans un jeu de provocation et de surenchère qui ne mènera à rien. Et finalement, l'homme et la femme se bouffent le nez, se déchirent, et l'enfant au milieu n'est qu'un otage. Alors c'est mon point de vue, c'est mon point de vue de psy, mais moi j'ai vu trop de gamins déchirés avec tout ça. Voilà, on est obligé de conclure, mais je trouve que finalement, on oublie complètement les enfants dans ces situations-là. Et moi, ça me met en colère. Mais moi je suis d'accord, mais à partir du moment où on me laisse pas justement faire en sorte... On transmettra en tout cas si on a des réactions, parce que il peut en arriver au standard, donc c'est promis. Si on a des appels, on vous les transmet, hein, Philippe. Bon courage en tout cas.